J'arrive aujourd'hui avec mon travail à Nancy. C'est pour moi une étape importante parce que Nancy est une ville particulièrement humaniste. Je pense que c'est la ville la plus humaniste que j'ai croisée sur ma route. C'est la 66e étape du parcours que j'ai entrepris depuis 2008. Donc depuis 2008, je peins la mémoire des génocides avec un parcours qui s'est construit progressivement et qui s'accélère d'année en année, avec chaque année plus d'expositions, plus d'interventions scolaires. Et donc ici, j'arrive pour la 66e fois, il y a d'autres projets encore pour l'année à venir. Je voulais d'abord remercier Liliane Balbin, grâce à laquelle l'exposition a lieu et grâce à la ténacité de laquelle Liliane a suivi mon parcours, elle est régulièrement venue dans les lieux où j'exposais et ça fait bien 2 ans et demi qu'on est sur le projet. C'était important pour elle, c'est important pour sa famille et c'était important pour moi. Et comme à chaque fois que j'expose dans une ville, ce que je souhaite mettre en place, c'est rappeler et honorer la mémoire de certaines personnes dans chaque ville où je passe et la déployer plus loin, la diffuser plus loin, l'amener dans des villes où on ne les connaît pas, où la mémoire de la ville où je suis passée n'est pas connue. C'est une façon de diffuser, c'est une façon de partager, c'est une façon d'unir les mémoires, d'ouvrir la connaissance, de connaître d'autres êtres humains d'un lieu à l'autre. Donc j'ai peint la mémoire d'Abraham André Balbin, le papa de Liliane, qui fut nancéen, survivant d'Auschwitz-Birkenau où il a été soldeur commando, où il a été pendant 3 ans, où de façon miraculeuse il a survécu, il s'est échappé des marches de la mort. Et surtout, ce qui est miraculeux, c'est l'attitude qu'il a eue tout au long de sa vie, avant la déportation, pendant la déportation, après la déportation. Hier après-midi, j'ai longuement interviewé toute la famille de Liliane Balbin, parce que je monte en général un film après les expositions, avec des témoignages où j'insère certaines toiles. Donc, il y aura un petit film qui suivra, pas professionnel, mais un petit film quand même qui pourra servir dans les écoles. Ce qui était important, c'est l'humanisme d'André Balbin. Son amour de la vie et son amour de l'être humain et ce que toute la famille a transmis et qui s'est transmis dans les générations, parce que manifestement ils sont tous atteints par le virus, on va dire. Ils sont tous atteints par l'idée que le partage est quelque chose d'important, de reconnaître l'autre, de partager avec l'autre, de soutenir l'autre. C'était le message qu'a laissé André Balbin et qu'il a transmis manifestement à travers les générations. Et cette exposition, elle est là pour lui rendre hommage. La deuxième personne dont j'ai voulu rendre hommage ici, c'est la mémoire des policiers de Nancy. Alors, à Nancy, c'est peut-être quelque chose de connu. Moi, à Strasbourg, je ne connaissais pas, même s'il y a un film, même s'il y a une BD. Tout le monde va voir les films, c'est un téléfilm. Tout le monde ne lit pas les BD. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, à mon avis. La mémoire de ces policiers de Nancy qui ont osé braver l'autorité, qui ont osé désobéir aux ordres d'un État qu'ils ne reconnaissaient pas pour sauver les Juifs. Donc ils ont sauvé 350 Juifs à Nancy, une rafle qui était prévue quelques jours après la rafle du Veldiv. Et grâce à ça, en l'occurrence, M. Quesnay, Maurice Quesnay qui est parmi nous, a été sauvé, d'autres familles juives ont été sauvées. Et c'est important pour moi de rappeler la mémoire des justes, donc ceux qui ont osé prendre des risques de leur vie pour sauver d'autres. On ne réalise pas aujourd'hui ce que c'est, on réalise quand on entend M. Beltrame, ce que je disais dont j'ai peint le portrait, qui a donné sa vie, qui est mort pour sauver la vie d'une inconnue, d'une femme qui était avec lui dans le supermarché. On le réalise quand, je ne sais plus comment s'appelait cet homme récemment qui a sauvé un petit garçon qui était sur le balcon et qui a grimpé, escaladé pour le sauver en prenant un risque pour sa propre vie. Mais le jour où ces gens-là interviennent, ils ne se posent pas la question de leur propre vie. Il y a quelque chose qui passe au-dessus de la question de leur propre vie, c'est la vie de l'autre. Et savoir qu'on est capable de se mettre sur la touche pour la vie de l'autre qu'on ne connaît pas, je tire mon chapeau, je ne suis pas sûre que je le ferai. Je sais pas, je crois que c'est important. C'est aussi important d'entendre ces hommes, par exemple Maurice Quesnay, par exemple, mais il y en a d'autres, j'ai peint des enfants cachés,
de se dire qu'il y a des familles qui ont pris le risque pour leurs propres enfants, pour leur propre famille, de cacher quelqu'un, un enfant juif. On ne réalise pas, c'est ce que c'est. On ne réalise pas dans le monde qu'on vit aujourd'hui ce que c'est que d'héberger quelqu'un. Alors, héberger quelqu'un, déjà, c'est donner héberger, c'est nourrir, dans une période de crise, dans une période où on n'a pas d'argent, on n'a pas d'alimentation. Mais c'est pas seulement ça, c'est prendre un propre risque pour sa vie. Et qui va dire que sa vie est moins importante que celle de l'autre? Là, c'est une façon de dire que sa propre vie est moins importante que celle de l'autre. Bon, chapeau, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le relever. Alors, c'est pour ça que j'ai peint donc Édouard Vigneron, qui est l'un de ces policiers justes, qui est un exemple pour nous. Depuis 2015, face aux événements dramatiques dont on a parlé tout à l'heure, où que ce soit Charlie Hebdo, où la liberté d'expression a été bafouée, que ce soit les massacres ou les attentats au Bataclan, à Nice, à Paris, à Bruxelles, à Londres, au nom d'un fanatisme aveugle, quand des hommes sont assassinés parce que juifs, parce que chrétiens, parce que musulmans pas assez intégristes, on est obligé de se réveiller, on n'a pas le choix. Cette exposition qui a été commencée à un moment, parce que je l'ai commencée en 2008, elle est obligée de s'amplifier. Je suis obligée de continuer le message parce que la réalité, le quotidien, l'actualité nous l'impose. On croyait la barbarie d'un autre siècle, on croyait plus jamais ça, et pourtant la barbarie réenvahit avec une accélération incroyable le monde. On fait face de nouveaux totalitarismes, à la montée des extrémismes, à la montée de l'antisémitisme, du racisme, la stigmatisation de l'étranger, de l'homosexuel, de celui qui n'aurait pas sa place dans l'humanité. Le racisme s'exprime de plus en plus ouvertement avec une espèce de banalisation, aussi bien des propos que des actes. Et les propos, c'est le début des actes. Lorsqu'on laisse passer les propos, les actes suivent, et on sait à quoi ça mène, au génocide. Et face à cela, le monde est encore trop souvent passif. Alors, ma question, c'est comment on peut réveiller les consciences? Chacun en a nos armes. Moi, la mienne, c'est la peinture. Comment on peut préserver l'humanité du monde? Hans Hartung avait dit, dans un des derniers messages à la fin de sa vie, l'art est un moyen de vaincre la mort. Je suis assez dans cette lignée-là. L'idée de rendre des mémoires, de rendre des vies, pas éternelles, mais de les prolonger, de les faire dépasser la mort pour qu'elles nous inspirent aujourd'hui, même si elles ne sont plus là. Alors les témoins directs du génocide arménien ont disparu. Les témoins de la Shoah disparaissent les uns après les autres. Dans cette exposition, il y a plusieurs visages qui ont disparu. Simone Veil, Elie Wiesel, Marceline Loridan-Ivens récemment. Il y a aussi M. Tchakarian, c'était le dernier survivant du groupe de résistants Manouchian, donc un descendant du génocide arménien qui vient de mourir. Maintenant qu'ils nous quittent les uns après les autres, et que leur témoignage était quelque chose d'essentiel, parce que rien n'est plus fort qu'un témoignage direct. On a une vraie question, c'est comment prolonger leur mémoire, comment continuer à maintenir en éveil, comment nous opposer à la négation de l'histoire, alors qu'on n'est qu'un relais de leurs paroles. Alors moi j'essaye de le faire avec mes expositions, j'essaye de lutter, j'essaye aussi de m'opposer à la concurrence des mémoires. C'est pour ça que dans cette exposition et dans toutes les expositions que je fais, c'est important pour moi de dire que chaque mémoire a son existence propre, a sa validité propre. C'est défendre l'humanité que défendre la mémoire de tous. Alors j'essaye dans mes expositions de faire se rencontrer les mémoires, et vous le voyez ici dans le public qui vient. Alors à Nancy, on a eu la chance, et je remercie beaucoup, d'une part la ville de Nancy d'avoir permis que l'exposition ait lieu dans ce lieu, dans l'hôtel de ville, d'autre part toutes les associations, de s'être associées, d'avoir accepté de s'unir dans le projet, ce qui n'est pas simple, enfin je le sais par mon expérience, que c'est pas toujours simple d'unir tout le monde dans un même lieu autour de toutes ces mémoires. Et j'invite dans cette exposition les descendants, les rescapés, les survivants à venir, à témoigner, à échanger entre vous, à ce que les gens se rencontrent, pas seulement à travers mes toiles, mais aussi par la rencontre que vous avez l'occasion de faire ici. Donc j'ai la chance d'avoir Immaculée,
qui vient de Strasbourg, qui est une rescapée Tutsi, dont j'ai pas le portrait, qui est venue de Strasbourg malgré le temps épouvantable. Elle est venue, elle s'est déplacée pour me soutenir et pour les siens. Il y a une famille Yazidi que je découvre aujourd'hui, qui est aussi un des génocides que j'essaye de faire connaître, qui n'est pas assez connu, contre lesquels le monde ne se bat pas assez. On s'est battu contre Daesh, on a bougé contre Daesh quand nos intérêts, à nous, en Europe, étaient mis en jeu. Quand les attentats islamistes étaient ici chez nous, quand on a craint soi, on ne s'est pas battu parce que Daesh portait atteinte à des peuples qui étaient loin de nous. On a fermé les yeux comme on ferme toujours les yeux. Et c'est important de dire que sous nos yeux, aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, tous les médias qu'on a, on est au courant, on sait, et pourtant, on ne bouge pas. J'ai pas des foules, donc des souffrances de groupe. Alors, ma profession, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis médecin psychiatre. Dans ma consultation, je soutiens les douleurs individuelles, donc les souffrances individuelles. Dans ma peinture, c'était les souffrances collectives, mais sans oublier les souffrances individuelles. Dans mes toiles s'opposent toujours, comme on le disait, des numéros et des visages. Les numéros, parce que lorsqu'on n'est plus qu'un numéro, on n'est plus un homme. Lorsqu'on est un numéro, on est un objet. Lorsqu'on est un objet, on peut le tuer. Pour le tueur, tuer un objet, c'est rien. On l'écrase du pied, c'est rien, c'est pas un être vivant. Donc être un numéro, c'est faciliter le crime du côté du tueur, mais c'est aussi déshumaniser la victime. Donc pour moi, dans mes toiles, c'est important de faire s'opposer l'inhumain et de faire gagner l'humain. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes portraits, où le regard humain est plus fort que l'inhumain des numéros. Et j'essaie aussi que ce regard humain, il traverse et qu'il atteigne le spectateur qui vient de voir, pour qu'il y ait un petit peu, de la façon dont Lévinas en parle, un échange d'humanité entre le portrait et celui qui vient voir l'exposition. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas seulement peint les victimes, parce que c'est essentiel pour le monde aujourd'hui, pour la jeunesse aujourd'hui, de trouver des images identificatoires pour les jeunes. On est dans une société où il y a réellement une perte des valeurs, une perte de repères, et plutôt que de choisir des repères parmi les djihadistes, les tueurs, ceux qui n'hésitent pas à tuer leur vie, à faire partir leur vie pour tuer d'autres, c'est important de mettre en valeur ces images identificatoires positives, non destructives, non destructrices, des lumières dans l'obscurité d'un monde qui pourraient être des modèles pour la jeunesse. Pour pouvoir garder espoir en l'avenir, et c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est pas très simple, il faut non seulement combattre les forces de la mort par des mesures sécuritaires comme on le fait actuellement qui nous protègent, mais aussi il faut développer en chacun de nous des forces de vie. Des forces de vie qui sont transmises par les paroles des survivants de génocide. Parce que ce qui est très régulier, c'est que les survivants des génocides et les descendants des génocides nous transmettent un amour de la vie. Nous transmettent la valeur de la vie, la valeur de chaque vie, mais surtout la valeur de la vie. On a chacun quelque chose à faire dans cette vie. On est tous là par hasard, on ne sait pas pourquoi on est là, on est venu au monde, on ne s'est pas posé de questions, on est là. Par contre, de ce qu'on a, de ce don qu'on a eu, c'est-à-dire de cette vie, à nous, chacun, d'en faire quelque chose. Et on peut tous en faire quelque chose, chacun à notre niveau. Et c'est à chacun de trouver dans sa vie le sens que peut prendre sa vie pour qu'il soit une pierre dans l'édifice de l'humanité.